L'armée romaine est aujourd'hui encore un modèle d'organisation et d'efficacité. S'il s'agissait au début d'une armée de volontaires, le général Marius en a fait une armée de professionnels qui s'engageaient pour une période de 12 à 25 ans. Les nouvelles recrues débutaient leur service à 17 ans et apprenaient à se battre pendant 3 à 6 ans. Leur longue période d'engagement permettait d'avoir une armée nombreuse en permanence. Riches ou pauvres pouvaient s'engager, mais seuls les citoyens avaient droit de porter des armes et les plus riches seulement pouvaient devenir cavaliers et entrer ainsi dans l'ordre équestre. Les soldats recevaient un salaire de 250 deniers, soit 3 fois le minimum vital. Le soldat romain n'avait pas de vêtements particuliers. Il avait une tunique qui était le vêtement de base de n'importe quel Romain. Ses sandales avaient la particularité d'être cloutées pour affronter les longues marches et les terrains de toutes sortes. Il avait un casque galeum pour se protéger et une cuirasse, lorica. Dans les premiers temps de l'armée, les légionnaires portaient la lorica squamata, qui ressemblait à des écailles de poisson. Mais elle se révéla bien moins efficace que la lorica amata, en cotte de maille, empruntée aux Gaulois. Puis vint la lorica segmentata, faite de plaques de métal se recouvrant les unes les autres. Très mobile, mais très chère. Seuls les plus riches avaient les moyens de se la procurer. Au combat, le légionnaire disposait d'un bouclier scutum, qui était une protection mais pouvait se révéler une arme efficace pour repousser ou assommer l'ennemi. La première arme qu'il projetait était le pilum qui permettait d'atteindre l'ennemi à distance. Il se servait ensuite du gladius, le glaive, ou du pugio, une dague, arme de poing plus courte. Enfin, le légionnaire romain disposait d'un outil important pour son quotidien, la dolabre, qui lui permettait de tailler le bois, d'aider à la construction des camps et pouvait se révéler également une arme efficace. L'équipement complet pouvait peser jusqu'à 40 kg, avec lequel les légionnaires marchaient de 25 à 35 km par jour. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils étaient surnommés les mulets de Marius, du nom du général qui avait réorganisé l'armée sous la République. Les citoyens les plus riches, qui avaient les moyens de se payer un cheval de qualité, pouvaient rejoindre la cavalerie. Leur équipement était beaucoup plus léger. Ils possédaient entre autres une lance, contus, un bouclier, hexagonal, le clipeus, ou rond, le parma. Ils portaient accroché à la ceinture une épée plate, spata, dont le nom a donné le mot spatule. Lorsqu'on parle d'armée romaine, il faut entendre légion romaine. Une légion romaine était composée de 120 cavaliers et de 10 cohortes, entre 5000 et 6000 soldats selon les périodes. La première cohorte ne comptait que 5 centuries, d'environ 160 hommes chacune, soit plus de 800 légionnaires. C'était l'élite de la légion. Les 9 cohortes suivantes se composaient de 6 centuries de 80 légionnaires, et une centurie elle-même était composée de 10 unités de base, soit 8 soldats par unité. Voici de manière précise les subdivisions qui composaient une légion romaine. La plus petite unité était la centurie, qui tire son nom du mot centum qui signifie 100. Nous allons donc partir sur une base de 100 hommes. 2 centuries formaient un manipule, 200 hommes. Une cohorte comptait 3 manipules, soit 6 centuries, soit 600 hommes. Les manipules étaient organisées comme suit. En première ligne, 2 manipules de hastati, constituées par les plus jeunes soldats, plus vigoureux mais aussi moins expérimentés. Ils commençaient le combat en lançant leur javelot, avant de dégainer le glaive. Venaient ensuite, en deuxième ligne, les principes, un peu plus âgés, plus expérimentés, et en troisième ligne, les triarii, les soldats les plus expérimentés et les plus âgés. Faire appel aux triarii était signe d'une bataille difficile et longue. Il fallait 10 cohortes pour composer une légion, soit environ 6000 hommes. Ces chiffres varient selon les périodes de l'histoire de l'armée romaine. Alors comment s'y retrouver au milieu de ces 10 000 hommes sur un champ de bataille? C'est là qu'interviennent les enseignes, qui sont les emblèmes de l'armée romaine. Chaque légion, chaque cohorte avait ses propres enseignes qui permettaient aux soldats de retrouver ses compagnons.
Parmi les enseignes les plus célèbres, on trouvait l'aigle, Aquila, porté par chaque légion. L'aigle, l'animal de Jupiter, le dieu des dieux, l'animal de la puissance romaine. On portait également fièrement les 4 lettres SPQR, Senatus Populusque Romanus, qui indiquaient que l'on agissait au nom du Sénat et du peuple romain, au nom de l'État, au nom de la puissance romaine. Les autres enseignes, les autres emblèmes étaient propres à chaque section. Ils étaient portés pendant la bataille par des porte-enseignes, l'aquilifère pour la légion, le signifère pour les cohortes, et le vexillarius, quant à lui, portait les emblèmes simples pour les petits détachements. Comment faire passer les ordres au cœur de la bataille lorsque des milliers d'hommes sont engagés? C'est le rôle porté par les musiciens. Le son de leur instrument s'élevait au-dessus des cris des hommes et des fracas des armes. Il y avait le corniken, qui jouait du cornou, l'ancêtre du cor, et le tibiken, qui jouait du tibia, l'ancêtre de la trompette, et dont le nom tibia, par analogie de forme, est devenu celui de l'os que l'on connaît. L'Empire romain possédait également une flotte destinée à surveiller la mer, protéger les navires de ravitaillement et transporter les hommes et le matériel lors d'expéditions maritimes. Cette marine était composée de 8 escadres, regroupement de plusieurs navires. Chaque escadre était commandée par un praefectus. Une escadre pouvait être composée de vaisseaux longs, de vaisseaux de transport, navis, et de petits navires de guerre rapides chargés de porter des colis, des ordres, etc., les awissos. Les Romains disposaient de plusieurs gabarits de bateaux en fonction du nombre de rangs de rames. Ainsi, un birème comptait 2 rangs de rames, un trirème 3, un quadrirème 4, etc. Vous voyez sur la coupe sous vos yeux comment étaient installés les esclaves qui ramaient, les ramigues, dans des espaces exigus dont ils ne pouvaient sortir. Le rythme des rameurs, qui devait être le même pour tous, était donné par un tambour. Les matelots qui faisaient fonctionner le navire étaient les nautae, et bien sûr l'on trouvait les soldats prêts à combattre. Les Romains n'étaient pas de brillants navigateurs et ont dû compenser cette faiblesse par leur stratégie. C'est ainsi qu'ils ont créé le corbus, corbeau en français, qui est une sorte de pont-levis muni d'un crochet lourd qui allait s'affaisser sur le pont du navire ennemi et qui permettait aux soldats de traverser et ainsi de combattre sur le navire ennemi de la même manière que s'ils étaient sur terre. Chose très fréquente à l'époque dans n'importe quel navire de combat de n'importe quel pays de la Méditerranée, le bateau était muni d'un rostre, rostrum, un éperon, qui permettait de crever la coque du navire ennemi et ainsi de le couler. Quand l'armée romaine était en déplacement, elle construisait un camp fortifié à chaque étape. Pour 4 légions, soit entre 20 000 et 40 000 hommes, un camp pouvait atteindre une superficie de 6 hectares, sur un rectangle de 300 mètres sur 200 environ. Pour des raisons stratégiques, le camp était construit en hauteur avec un accès sûr et facile, près d'un point d'eau et sur un pré le plus plat possible. Pour être efficace, le plan restait toujours le même, car le camp était bâti en 3 heures environ. On traçait donc un plan orthogonal, autour du cardo, l'axe nord-sud, et du decumanus, l'axe est-ouest. Au croisement de ces 2 axes, on trouvait un autel qui permettait les offices religieux. Ces 2 axes déterminaient également l'emplacement des 4 portes principales du camp. On traçait un carré de 60 mètres de côté qui désignait l'emplacement du praetorium, la tente du général autour de laquelle s'organisait l'ensemble du camp. La porte située du côté du praetorium était appelée porte prétorienne. Montait une palissade en bois avec des tours de guet à chaque angle et à chaque porte. La terre sortie pour creuser les fossés permettait de faire une levée sur laquelle placer la palissade. Près du praetorium était entreposé le trésor sous bonne garde puisqu'il s'agissait de l'argent qui permettait de financer la légion. Autour se trouvait le forum où se réunissaient les centurions pour écouter les ordres du général. Les centurions, les soldats gradés, étaient donc du même côté que le général. En face, de l'autre côté du cardo, se trouvaient les tentes très nombreuses des légionnaires, ainsi que les écuries. S'il n'y avait pas de combat, les soldats s'entraînaient 2 fois par jour au maniement des armes et aux manœuvres tactiques. Les enseignes, dont nous avons parlé tout à l'heure, étaient regroupées autour de la tente du général, ce qui signifie bien l'importance qu'elle représentait pour l'armée romaine.
Se faire voler ses enseignes au cours d'un combat était d'ailleurs chose grave. L'armée romaine disposait de nombreuses pièces d'artillerie qui permettaient de semer le désordre chez les ennemis avant l'attaque au corps à corps. On trouvait par exemple la baliste pour envoyer des pièces lourdes, le scorpion ou scorpio, équivalent de la baliste, mais pour un javelot est beaucoup plus léger, facile à manier, ou encore l'onagre, onager, qui, à la manière d'une catapulte, projetait des objets lourds. Le principe de l'attaque était imparable. L'armée avance d'abord en silence, sur un front d'environ 200 mètres de long. À environ 40 mètres de la ligne ennemie, les légionnaires lancent leurs javelots, les pilas, puis dégainent leurs glaives. Enfin vient le corps à corps avec l'ennemi. Parmi les tactiques les plus connues, il y a la formation de la tortue, testudo en latin, mais qui servait surtout à avancer en se protégeant, notamment lors des sièges. Les formations les plus utilisées par les Romains étaient la tenaille, qui permettait d'encercler l'ennemi. La formation tripartite pour un combat de front, triplex acquies, ou la formation en éperon, cuneus, pour percer la ligne ennemie. Lorsque la situation s'enlisait, les Romains pratiquaient le siège autour d'une cité. On construisait alors un camp fortifié autour de la ville assiégée. Vous avez ici une représentation du siège d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. On construisait un rempart autour de la cité pour empêcher les assiégés de sortir. Mais on pouvait également construire une deuxième ligne pour empêcher les alliés de l'ennemi d'approcher. Ces lignes étaient appelées lignes de contrevallation. Les Romains avaient prévu tout un système de pièges pour ralentir l'avancée de l'ennemi, que ce soit pour sortir ou pour entrer. Ainsi comme pour le camp, le long de la palissade, on trouve des fossés et des tours de guet. Mais toute une zone de plusieurs mètres autour des remparts est piégée. Qui voudrait attaquer le camp dont vous avez une coupe sous les yeux devrait d'abord franchir un champ de pieux, de pièces de bois pointues dépassant du sol. Ensuite, il faudrait arriver à franchir toute une zone percée de trous profonds au fond desquels se trouvent des pieux pointus et mortels. Évidemment, ces trous sont dissimulés, sont recouverts pour que l'on ne puisse pas savoir où ils se trouvent. Vient ensuite une autre zone de branches taillées en pointe, de ronces, dans un fossé peu profond, mais qui sont là pour blesser, pour ralentir encore la progression de l'ennemi. Il faudrait encore traverser le ou les fossés creusés qui, éventuellement, peuvent s'avérer remplis d'eau. De cette manière, les Romains pouvaient tenir longuement un siège et éviter la sortie ou l'entrée de l'ennemi. Lorsqu'ils étaient sûrs d'avoir bien affaibli leur ennemi qui ne disposait de plus aucune ressource, l'armée romaine passait à l'attaque. Onagres et balistes tiraient leurs lances, leurs boulets de pierre pour couvrir l'avancée de tours de siège roulantes en bois à l'intérieur desquelles se trouvaient des légionnaires, ou la formation de tortues qui accompagnaient l'arrivée des béliers aux portes afin de les détruire, ou des échelles pour grimper par-dessus les remparts. Une fois les portes de la ville ouvertes, la cavalerie et le reste de l'armée pénétraient dans la ville et commençait le carnage. Les pillages des villes constituaient la principale source de revenus de l'armée romaine. Voici quelques ordres en latin qui pouvaient être donnés au sein de l'armée romaine. Signa infere, perge, certo gradu, infestis pilis, pila mitere, silentium, laxare, ad dextram, ad sinistram, parare, scuta tolere, agerem ad valum extruere, valum edificare, ad valum, ad castrum, ad contubernium, tubicem carne, ad iter parare,